Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Lila Borsali qui est venue nous parler, avec sa douce voix bien sûr, de la chanson andalouse bien évidemment, mais également de son actualité, de sa jeunesse et peut-être même de son enfance à travers un sympathique programme qu'elle a décidé de partager avec vous ce soir. Alors, Madame Lila Borsali, bonsoir et bienvenue, marhaba bik. Bonsoir et merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Très bien. Alors, on va commencer par le commencement. Comment va Lila Borsali et quelle est son actualité justement? Alors, je vais bien, je suis un peu speed ces derniers temps parce que je prépare la sortie de mon 5e album et il y aura un clip court-métrage qui va accompagner tout ce travail. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Très bien, nous allons certainement en parler. Oui. Mais avant ça, j'ai préféré commencer par un petit extrait de Lila Borsali pour ceux qui éventuellement ne la connaissent pas encore. Donc j'ai choisi deux passages, l'un lors d'une émission Autar, réalisé par notre ami Hakim Laroussi, c'était en 2012, si vous vous en souvenez. Et puis un autre passage, c'était dans Fnanin Live, et c'était en 2015. Alors, nous allons regarder ces extraits, et on reviendra juste après pour parler de tout ça. Presque dans la musique, hein. On a dit que c'était universel, mais là on parle d'une autre musique universelle, classique, l'andalou, que vous faites depuis quelques années. Vous faites partie de cette génération de voix féminines qui a pu s'imposer presque en solo, hein, en sortant des CD, etc. Je pense à Bahja Rahel, je pense à Lamia Madini, je pense à... Vous êtes quand même imposée dans un style assez difficile. Très difficile, surtout que je sors de l'école de Tlemcen. Et à Tlemcen, c'est encore plus difficile, puisque... Qu'Alger. Oui, à Alger, au moins, il y avait cette tradition où les voix féminines s'imposaient déjà à partir des années 70. On entendait déjà des voix féminines. À Tlemcen, pas du tout. Pas du tout. Bon, et puis toutes les voix féminines sont parties vers... les voix féminines dans l'andalou. Voilà, dans l'andalou, sont parties vers un peu la variété. Elles ont touché un petit peu la variété. Ce qui n'était pas... Voilà, ce qui n'était... Franchement, et ce qui n'est toujours pas mon cas. Moi, au contraire. Plus j'avance et plus je vais vers le classique. Et plus... Alors, juste pour être juste, c'était Studio Live et non pas Fnanin Live, comme vous me l'avez corrigé justement. Enfin, le deuxième extrait, c'était pour ceux qui ne connaissent pas encore Lila Borsali, pour leur dire voilà ce que vous ratez. Donc désormais, si vous voulez écouter du Lila Borsali, c'est disponible.
Oui, bien sûr. Bon, là, c'était une expérience, Studio Live, c'était une expérience assez particulière avec Amine Dahan et j'étais vraiment ravie d'avoir fait cette émission. Ouais. Et l'émission d'avant, c'était vraiment... là, j'avais quelques kilos en moins quand même. et c'était une émission incroyable parce que ça a marqué en fait un petit peu ma carrière, oui. Oui, c'était en 2012. C'était avec notre ami Hayeddine Khaldi. Tout à fait. Vous vous plaigniez lors de cette émission justement du fait qu'il était difficile pour une jeune fille de s'imposer dans le monde andalou à Tlemcen. Est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que la réussite de quelqu'un comme Leila Borsali a contribué justement à faire avancer un peu les mentalités, à les changer un peu? Alors bon, c'est difficile. Bon, j'ai peut-être été un petit peu fort. Vous savez, quand on se réécoute, des fois on se dit, bon, on a peut-être été un petit peu fort. Oui, bon, ça reste quand même pas simple. Parce que ça reste quand même un milieu masculin. Aujourd'hui, de moins en moins. Parce qu'il y a de plus en plus d'interprètes féminines. Et puis, bien sûr, j'espère qu'on donne au moins l'exemple et le bon exemple et qu'on donne envie aussi à d'autres jeunes filles de continuer dans la musique. Pas forcément comme un métier, mais au moins de continuer dans le milieu associatif. Alors bon, oui, ça reste quand même difficile. Hein. Très bien. Alors, revenons à votre clip, puisque vous en parliez tout à l'heure. C'est plutôt rare de voir quelqu'un dans le monde comme ça de l'andalou, où on nous taxe souvent de conservatisme, d'être des gens carrés et tout, de se lancer dans une telle expérience. Alors, comment est venue l'idée du clip, justement ? Alors d'abord, moi, le conservatisme, oui, je suis pour les conservateurs, mais pour conserver ce que nous avons déjà aujourd'hui. Moi, comme je suis passée déjà dans une autre étape de ma carrière, qui est donc l'écriture de nouvelles paroles et de nouvelles mélodies, j'aime bien à chaque fois apporter quelque chose de moderne. Enfin, moderne. Je ne sais pas quel est le mot, en fait, qui convient réellement à ce qu'on fait, mais disons, ramener une vision plus actuelle, rattacher la musique à des problèmes peut-être de la société d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait dans cet album-là. Et donc, l'image fait partie aussi de cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, tout se passe avec l'image. Aujourd'hui, on regarde, on lit tout à l'image. Toute l'information, le son, tout ce qu'on fait dans la vie est lié à l'image. Et donc, il était pour moi tout à fait logique de s'adapter à cette nouvelle réalité. Voilà. Par contre, je ne voulais pas le faire juste comme ça pour le faire. J'attendais le bon moment. Et surtout, je travaille d'abord avec M. Belkacem Hadjadj, qui est donc une sommité. Et puis, on fait vraiment un court-métrage musical. C'est un clip court-métrage, voilà. Et puis bon, ça résume en fait l'album, tout l'album qu'on va présenter. Et c'est terminé ou c'est encore en cours? C'est en cours. Aujourd'hui, c'est en cours. Mais j'espère que ça sera présenté assez rapidement au public. Très bien. Alors, on va découvrir votre playlist, votre programme. Et vous aviez choisi de commencer l'émission avec une très, très belle voix et une très belle chanson aussi. Une chanson de Fatah. Si je me souviens bien, c'était Ya Moulati Ya Lala. Ya Moulati Ya Lala. Alors, Fatah avec Ya Moulati. هنا جيناكم لالا أمولاتي يا لالا أمولاتي الحاجة ما جابت لي المضرة من وجه الحباب لالا أمولاتي يا لالا أمولاتي الحاجة دارت صورة من مكة الشريفة يا لالا أمولاتي يا لالا أمولاتي الحاجة دارت صورة مدينة المنورة يا لالا مولاتي يا لالا مولاتي الحاجة ما جابت لي نظرة من وجه الحباب لالا مولاتي يا لالا مولاتي
Alors, vous me posiez la question, qu'est-ce qu'il est devenu? Je crois qu'il est toujours avec l'Orchestre National de Barbès. D'accord, voilà. C'est une bonne information parce que moi, cette chanson est complètement liée à une partie de mon adolescence. Oui. Ça me rappelle les mariages et puis c'était la période où on commençait à avoir le disque jockey, vous savez, dans tous les mariages. Et ça passait justement, on la faisait passer. Moi, comme je connaissais déjà un petit peu, j'avais les sonorités de la musique andalouse. Ça m'avait frappé de voir cette musique en fait réinterprétée d'une manière plus moderne, avec des instruments plus modernes. Et puis même lui, ce contraste, en fait, moi c'est tout à fait ce que je défends aujourd'hui. Donc, et je trouve que vraiment c'est une très belle chanson et elle est merveilleusement interprétée, je trouve. Hein. Et très bien dansée aussi. Oui. Vous voyez sourire en voyant Fatah danser justement. Les lieux, c'est magnifique. Oui. Voilà, c'est toujours ce contraste qui est tout à fait à l'image de ce que moi je défends et je vois bien que ça a commencé il y a bien longtemps. Oui, et je présume que lui aussi, il a dû faire face à une opposition de certains qui voyaient d'un mauvais œil justement le fait de moderniser de telles chansons. Mais il chante vraiment avec une technique incroyable. Et c'est vraiment... moi, c'est lié à beaucoup de souvenirs de mon adolescence. Et puis ça s'inscrit dans la même démarche que celle de Leila Borsali qui voudrait apporter une nouvelle touche, je dirais. Voilà, en fait, vous savez, c'est ça. C'est qu'il faudrait que chacun de nous apporte sa propre touche. Et c'est ça qui fait qu'on avance. Au lieu d'aller tous dans le même couloir et faire tous la même chose, je trouve que le fait d'ouvrir plusieurs voies, ça permet aux gens d'abord de s'ouvrir un petit peu, leur état d'esprit déjà très ouvert, et puis de se choisir chacun son couloir, et puis de se respecter. On n'a pas besoin d'être des ennemis quand on choisit des couloirs différents. Exactement. Dans le domaine du Chaabi, c'est aussi la même chose. Il y a des gens qui ont osé moderniser la chanson Chaabi. On voit par exemple Kamel Msaoudi a très bien réussi. Tout à fait. Il a fait de la chanson Chaabi, mais à sa manière, et ça a très bien marché. Donc, ça a même donné de la valeur à la chanson Chaabi. Peut-être que si des gens comme justement Kamel Msaoudi n'ont pas fait ça, on aurait peut-être au fur et à mesure laissé de côté ce style musical. Et je pense que c'est toujours bien aussi de garder aussi le style ancien, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres façons de voir les choses qui vont vraiment donner de la valeur à ce qui était déjà à l'origine, cette musique ou le Chaabi ou la musique andalouse, peu importe. Le fait de vraiment faire autre chose, ça donne aussi de la valeur à la musique initiale. Il y a parfois comme ça des détails qui pourraient éventuellement peut-être déranger certains. Par exemple, vous interprétez vos chansons parfois debout. Maintenant que alors debout. Que c'était, maintenant que debout. Alors que c'était presque un blasphème pour certains, voir un interprète de la chanson andalouse debout. Alors, est-ce que cette opposition commence à s'estomper avec le temps Alors, bon, est-ce que... on a l'exemple de Fadela Djeria qui chantait déjà elle-même debout. Bon, il y avait d'autres raisons. Il y avait un seul micro, les gens devaient aller vers le micro. C'était plus technique. Voilà, que le micro qui venait vers eux. Donc, aujourd'hui, qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs micros, on s'est assis, on a pris l'instrument. Moi, au fur et à mesure, ça m'a vraiment gênée d'avoir un mur entre le public et moi. Et donc, j'ai trouvé tout à fait normal de me lever et de parler aussi avec mon corps, de chanter aussi avec mon corps. Ça, c'était très important pour moi, surtout quand j'ai commencé à interpréter des compositions. Là, vraiment, j'étais dans le texte, j'essayais de m'identifier ou de vivre, du moins, le texte, et j'avais besoin de chanter avec mes mains, j'avais besoin d'être avec le public, et le fait d'être assise avec un instrument, moi, me gênait. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup d'interprètes, depuis, qui se sont levés, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux, c'est très bien. Si ça leur convient, c'est très bien. Et puis d'autres sont restés avec leur instrument. Si ça leur convient aussi, c'est bien. En fait, voilà, encore une fois, c'est cette diversité qui fait la richesse. Ça permet à tout un chacun de se retrouver dans tel ou tel au final, genre.
C'est ça. Au final, le plus important, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, de partager quelque chose avec le public. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai que chez vous, vous créez cette communion avec le public. Ah, c'est très important. On ne sent pas qu'il y a comme ça, je ne sais pas, un mur entre vous et le public. C'est très important. Je leur parle beaucoup sur scène. Peut-être que ça peut déranger. C'est ce qui m'a frappé, justement. Ça peut déranger certains. Eh bien, écoutez, j'ai envie de leur parler, de partager avec eux chaque moment. Des fois même, on rigole ensemble sur scène. Il n'y a pas que la musique qu'on partage, il y a aussi tout le stress qu'on peut avoir sur scène aussi. Je le partage avec le public et ça me permet de créer une complicité avec eux et c'est très important pour moi, oui. Alors, justement, pour revenir à la chanson andalouse, quelle est selon vous la place de la chanson andalouse chez nous, ici en Algérie? Écoutez, elle est bien et pas bien. Oui. C'est-à-dire qu'elle a une place privilégiée parce qu'elle est considérée comme une musique ancestrale qui représente l'identité, une partie de l'identité. Attention, il n'y a pas que la musique andalouse qui représente l'identité algérienne, mais la musique andalouse aussi. Donc elle est chantée dans des réceptions d'une grande qualité, etc. Mais en même temps, elle a été un petit peu éloignée j'allais dire, du grand public. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Moi, ce que j'essaye avec mon équipe, bien sûr, hein, je ne suis pas toute seule, avec tout mon orchestre, on essaye justement de ramener encore cette musique à leur portée. Voilà, et donc je pense qu'en faisant ça, peut-être que des gens qui n'avaient pas de lien avec cette musique pourront l'apprécier. Et donc c'est comme ça, à mon avis, qu'on a grandi le public. Et c'est comme ça que la musique prendra elle-même sa place. Comme le rail, par exemple, ou comme d'autres musiques qui ont pris leur place naturellement, parce que justement, elles ont été à la portée des gens. Voilà. C'est ça. J'ai envie de vous poser comme ça une question. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de frustration lorsque vous voyez comme ça certains chanteurs et certaines chansons avec un strict minimum, hein, c'est-à-dire 2 notes, à peine 3 paroles, et qui font un tabac, alors que vous, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, c'est tout un orchestre et tout. Et vous n'avez pas le même succès que ces gens-là. Oui, bien sûr. C'est frustrant, non? On ne peut pas avoir le même succès parce que justement, il y a cette difficulté dans l'écoute. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va très très vite. On n'a pas le temps de s'attarder à décortiquer, sauf quand on a une culture musicale, sauf quand on a des liens avec cette musique, on s'y attarde. Mais comme je vous l'ai dit, pour le grand public, c'est vraiment le passage. Peut-être ces musiques avec 2-3 notes qui se répètent. Mais c'est vrai que ça ne dure pas dans le temps. Hein. Oui, voilà, ça ne dure pas. C'est très éphémère. C'est plus acceptable pour l'oreille. Et comme on vit dans une, disons... où tout va vite. Où, voilà, tout va vite. On n'a pas besoin de trop enregistrer dans sa tête des mélodies trop compliquées. Mais je pense qu'avec la persévérance et avec en fait, le fait d'expliquer aux gens, ça peut peut-être leur ouvrir les yeux. C'est frustrant, oui, c'est frustrant. Bien sûr, c'est frustrant parce qu'on se dit qu'on fait un travail de plusieurs mois avec par exemple, quand on enregistre en studio, c'est plusieurs jours, voire des semaines. Et bon, d'autres peut-être font 2 jours et puis ça fait un succès. Bah, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je pense que, à mon avis, c'est ça le combat. C'est ça le combat. Il mérite d'être mené. Voilà, et c'est de pouvoir justement défendre une musique qui a tout pour qu'on la défende, quoi, qui est belle, de belles paroles. Ça aussi, les poésies aujourd'hui, on donne plus beaucoup d'importance aux mots, à la poésie. On donne plus beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que on n'a pas su aussi l'expliquer. Moi, je dis que c'est toujours de notre faute. C'est pas de la faute des autres. Exactement. Si les autres n'ont pas compris, c'est qu'on a mal expliqué. Voilà, tout à fait. Alors, moi, il y a un cliché aussi qui vous colle comme ça à la peau, je l'ai dit tout à l'heure, comme quoi vous êtes des gens trop sérieux, vous êtes des gens trop carrés, vous n'aimez pas rire et tout. Eh bien, je vais vous prouver que c'est tout à fait l'inverse avec Leila Bolsali, puisque son deuxième choix s'est porté sur une série qui nous a fait marrer, et combien de fois déjà. C'était Nasm City et j'ai choisi un extrait de la deuxième saison de Nasm City, une série réalisée par notre ami Jafar Gassem. On regarde. Excellent. En tout cas, on s'est très bien marré et merci pour cette séquence. J'ai fait mes calculs et si je ne me suis pas trompé,
lorsque cette série passait, vous étiez en France, non? Tout à fait. J'étais en France et moi, ce qui m'avait frappé justement dans cette série, c'est que j'avais vraiment remarqué le changement. En fait, on regardait la télé algérienne, c'était toujours très, on va dire, voilà. Là, il y avait un changement. Il y avait un changement dans l'image, il y avait un changement dans le son, il y avait un changement dans les acteurs formidables. Il a réuni de très grands acteurs. Vraiment, j'ai trouvé que c'est... Moi, j'avais remarqué ce changement-là. Et Jafar Gassem, je pense qu'il a apporté. Il a apporté ce changement-là. Et puis, ça a permis de donner aussi une autre image de l'Algérie, parce que ça passait après pratiquement... Enfin, on n'était pas encore sorti de la décennie noire, tout à fait. Et les gens véhiculaient une certaine image de l'Algérie, pas toujours joyeuse et tout. Et Jafar Gassem est venu pour dire aux gens, il y a des gens qui savent rire et qui savent vivre en Algérie, malgré les difficultés qu'il y avait à l'époque. Vous savez, quand on habite en dehors de l'Algérie, on est vraiment tout le temps l'esprit dans son... Et Jafar Gassem nous a apporté cette touche joyeuse où vraiment, au final, il a donné l'image réelle de l'Algérie. Parce que vous savez, quand on est de l'autre côté de la Méditerranée, on nous donne finalement que les mauvaises nouvelles. Et donc, on a une image assez sombre du pays. D'ailleurs, moi, quand j'appelais ma famille, je dis oui, il s'est passé telle chose. On dit non, tout va bien. Et lui, vraiment, il a apporté cette, voilà, ce côté joyeux des Algériens, en même temps roublard, en même temps, vous voyez, tous ces traits de caractère qui vraiment sont les traits de caractère d'un Algérien. Tout à fait, tout à fait. Alors, revenons justement à cette période-là que vous avez passée en France. D'abord, vous êtes parti en quelle année? Vous aviez quel âge? Alors, je suis partie en novembre 1994. Je me rappelle très très bien, c'était le 9 novembre 1994. J'ai dû quitter l'Algérie assez rapidement. En 10 jours, ma vie avait basculé. Donc, je suis arrivée en France. Et je n'avais pas encore... Voilà, j'avais à peine 18 ans. Très bien. Oui. Oui. Alors, en arrivant en France, vous avez découvert certainement un autre monde. Ça s'est passé comment? Alors, c'était particulier pour moi parce que, comme je vous ai dit, j'ai quitté un petit peu subitement l'Algérie. Je me suis retrouvée, en plus, chez ma belle famille, n'étant pas mariée. Donc, et puis à Paris, j'habitais Tlemcen. D'un coup, à Paris, c'est vraiment quelque chose... un dépaysement total. Ah oui, dépaysement total, même si je connaissais quand même la France. Mais c'est pas pareil c'est pas pareil quand on y vit. Du tout. Et voilà, donc j'ai eu une année un petit peu sabbatique où j'ai fait un petit peu comme ça, un peu d'anglais, un peu de choses comme ça, juste pour m'occuper. Et puis j'étais jeune, j'étais très très jeune. Je me rends compte vraiment que mes parents ont eu beaucoup de courage de me laisser partir comme ça. Donc je me suis mariée plus tôt. Je devais me marier un peu plus tard. Je me suis retrouvée mariée à peine 19 ans. J'avais pas 19 ans. Donc voilà, Paris représente beaucoup de changements pour moi. Pas que la grande ville, mais c'est aussi ma situation familiale avait changé. Mes rapports aux gens, je ne pouvais... Voilà, tout était différent. Je dirais que ce qui m'a le plus frappée, c'est cette indifférence des gens. J'en ai beaucoup souffert. Parce que ici, surtout à Tlemcen, une petite ville, je sortais et j'étais sûre de dire bonjour à au moins 10 personnes. Et puis je me retrouve dans cette grande ville où je connais personne, où personne ne me connaît, je peux parler avec personne. Il fallait faire l'effort justement d'aller vers les gens. Et ça, c'est en même temps, on en souffre, mais en même temps, c'est formateur parce que ça nous pousse à aller vers les gens, à nous intégrer aussi. Et voilà, c'est formateur. Sinon, dans l'ensemble comme ça, votre passage en France, qu'est-ce qu'il vous a apporté concrètement par rapport à la musique ou d'une manière générale dans votre vie? Alors, beaucoup de choses, bien sûr. Je suis restée quand même 16 ans. Donc, en 16 ans, au-delà de la musique qui a été vraiment pour moi un repère extraordinaire. C'est grâce à la musique que j'ai pu garder justement mon identité algérienne. Enfin,
pas que grâce à la musique évidemment, mais disons que ça a joué un rôle assez important. J'ai fait mes études, je suis architecte d'intérieur et designer, donc j'ai fait des études où il fallait s'exprimer, savoir. Donc tout ça, ça m'a. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, le fait d'aller vers les gens, parler. Moi, j'étais très timide quand j'étais petite. Vraiment, j'avais du mal à aller vers les gens. J'étais tout le temps dans mon coin. Et puis, le fait d'être dans un pays où il fallait bouger. Tout à fait. On n'avait pas un autre choix que celui-ci. Personne ne pouvait faire les choses à ta place. Et donc, forcément, ça construit une personnalité. Et je pense que ma personnalité s'est construite en France, réellement. Ben oui, parce qu'en 18 ans, disons... Voilà, c'est maintenant qu'on commence à façonner un peu notre personnalité d'adulte. Donc c'était crucial pour vous. Oui, tout à fait. Puis j'avais une maison à tenir, ça aussi, c'est enfin, des responsabilités, un lien à la belle famille aussi, on ne parle pas avec sa belle-mère comme on parle à sa maman. Tout à fait. Voilà, donc en même temps, je me dis heureusement que j'étais si jeune, parce que j'ai pu justement m'adapter et puis me construire plus facilement. Je pense que je serais allée un petit peu plus tard, c'est-à-dire un peu plus âgée. Ça aurait été plus difficile. Ça aurait été plus difficile. Au final, le fait d'être jeune, ça rend service. Eh bien, tant mieux. Alors, vous êtes rentrée en 2009, je crois. Oui, alors... Vous êtes entré en 2009 et vous êtes pratiquement tout de suite engagé dans une carrière professionnelle. Après plus de 20 ans, je dirais, passé dans le mouvement associatif que vous qualifiez de démarche militante. Et j'ai beaucoup aimé justement ce terme de démarche militante. Oui, toutes les personnes justement qui s'engagent dans les associations sont pour moi des personnes militantes dans le secteur de la musique, parce qu'on fait ça évidemment gratuitement, on fait ça pour la musique, mais aussi pour soi, pour le plaisir de pratiquer cette musique. Et je trouve cette façon de faire, je trouve que c'est du militantisme. Et encore plus quand on est en dehors du pays, il faut vraiment le vouloir. Dans une grande ville comme Paris, se prendre le temps d'aller répéter, de constituer une association, tout ça pour moi c'est du militantisme. Mais je ne sais pas, en même temps lorsqu'on est à l'étranger, on est plus à la quête de son identité, donc on ressent moins la chose quand on est en Algérie que lorsqu'on est à l'étranger. Quand on est en Algérie, c'est une évidence. Voilà. On est algérien, c'est évident, on vit nos traditions, on vit notre patrimoine, on n'en a presque pas conscience. Quand on va à l'étranger, on met le doigt dessus et on essaye de conserver tout ce qu'on a pour pouvoir exister comme justement algérien, même vivant à l'étranger, mais on veut garder notre identité algérienne. Et c'est pour ça que c'est du militantisme aussi, de vouloir, c'est un désir de vouloir faire les choses et non pas juste une évidence. Et voilà, donc ça, c'est moi en tout cas, je rends hommage à toutes les personnes qui militent dans la musique à l'étranger, dans la musique algérienne à l'étranger, toutes les personnes qui gardent leur identité algérienne. Je leur tire chapeau et je remercie beaucoup de gens qui entre autres, mon chef d'orchestre qui a été là, lui aussi il a été vraiment un militant, il continue d'ailleurs. On le salue, c'est... Monsieur Abdelkrim Ben Saïd. Voilà, très bien. Alors, on va passer à votre choix. Vous avez choisi, vous êtes resté dans l'humour. Oui. Vous voulez vraiment couper avec cette image qu'on vous donne à tout prix. C'est une fausse image. Oui, justement, et vous faites bien, vous faites bien de choisir. Mais vraiment, il n'y a pas que moi. Enfin, tous les gens qui sont dans la musique andalouse, il faut voir les blagueurs. Et il faut les connaître. Exactement. Et vous allez découvrir d'autres facettes que vous ne soupçonniez même pas chez eux. Alors, Lila Bolsali a choisi pour vous des séquences de l'inspecteur Tahar et de l'apprenti, bien sûr, dans le sketch El Kiyasoul. On regarde. واش من حمام سرقوك فيه؟ حمام الاستقلال. حمام الاستقلال. بون على كل حال هاد لافير يلزم لها انكيت. واذا عندك شهود يا انسبكتور ماذا بك تقولهم يجيو يشاهدوا.
لانكيت هادي مدي شكون يخدمها؟ انا؟ انت ما تنجمش تواسي انكيت على روحك؟ نو؟ اسكت لو ترمى الواحد يضربك بكبكبه؟ عاودينا عاودي جاو طايرت لي عاود زيد لي انت. ولكن لانكيت يا اسبيكتور. عاود انا لانكيت عاودي جا بديتها قريب نتمها الور. كنت تقول يا اسبيكتور. بديت تنيرفيني. كي تفهم عليا انت. هذا نتوما. واش كاين؟ واشنو هذا؟ زادو الكياسين. انا تاخذ الاسم نتاعهم حتى نولي صاها. تقرديهم هنا وترد بالك. حاضر يا سبيكتور. الواحد لوتر ما يهرسكم. هذه بابا انت الاول. تفضل. اش اسمك؟ عمارة السعيد. عمارة السعيد. وين تخدم؟ كياس. وين تسكن؟ أنا نسكن في الحمام. ولكن ما عندكش دار وين تسكن؟ ما عندي لا دار لا دوار. صح. في حمام الاستقلال. صح. تفضل. فين راهم الكياسين؟ راحوا يكيسوا يا انسبكتور. شكون قال لهم يروحوا؟ السيد الكوميسار هو اللي قال لهم يروحوا. وقال لي انا انتم في زوج نبعثكم في الصحراء تخدموا. بصح انا جبتها رجليه. قلت له يا سيد الكوميسار غير هذه الحياه. اسكت. سي با لا بان تهدر. لو كان ما نعرفكش نقول بصح. انت تقول للسيد الكوميسار. واش رايح دير؟ راح نتيليفوني لهم كله حزوش كلمات. فاش راك تواسي يا سبيكتور؟ هادي ما دخلك. انا كان بالك خواف كيما انت. دبر راسك. بيان سور نجبر راسي. الو سيد الكوميسير. انا نفرتيك. انا كيما ماشي كيما الاخرين. لعيتك الر. تخليني نفرت كلبي. الو سيد الكوميسير. انا من عندي رحت بيع اللفت على روحي. انا اليوم نختم الرابع. مع من كنت تهدر؟ مع من كنت تهدر؟ تسكت نهدر وحدي سيد الكوميسير. Excellent, parce que tout le monde s'est marré, même toute l'équipe technique s'est marrée. Merci pour ce choix. Alors, justement, même au niveau de la régie, on me dit que tout le monde s'est... Et franchement, merci Lila. Qu'est-ce qu'on aimerait revoir des choses comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'on aimerait revoir des gens sur scène? De la spontanéité. Voilà, c'est ça, et qu'il y ait autant de monde dans les salles pour... vous savez, c'est une analyse de la société. Oui. C'est une façon de s'exprimer aussi. Exactement, c'est une thérapie. Oui, c'est une thérapie parce que franchement, après un spectacle comme ça, on oublie tous ses soucis. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis, je pense que vous aviez choisi l'inspecteur Tahar parce que vous me l'aviez dit, parce que ça nous renvoie à une période de votre vie, à votre enfance. Oui, je vous avais dit qu'en fait, moi, mes grands-parents habitaient Oran. Donc moi, j'habitais. On a d'abord habité Nedroma, ensuite on a habité Tlemcen. Mais à cette époque-là, on habitait encore à Nedroma. Et donc, c'était à l'époque où les cassettes vidéo venaient de sortir. Et donc, les films de l'inspecteur Tahar étaient
vraiment le début de la couleur. Oui. Et donc, on se réunissait tous les cousins chez mes grands-parents et on regardait les films de l'inspecteur Tahar. Vraiment, c'est totalement lié à mon enfance. Oui. Et tout le monde, grand et petit, c'est ça qui est incroyable chez cette notion de partage. On savait partager les bons moments. Oui, tout à fait. Oui. Bon, aujourd'hui, on a une autre manière de chacun dans son de coin. Vivre, voilà, chacun avec son. Même si, pour être honnête, franchement, moi je croise comme ça des gens qui regardent l'émission et ils me disent c'est le seul moment où j'appelle comme ça mes enfants, je regarde avec lui le programme et je lui dis voilà, tel programme, on l'a vu pendant telle période et ça nous rappelait tel et tel souvenir. Et je pense que même les enfants ils sont à la recherche justement des souvenirs de leurs parents. C'est important aussi un enfant se construit aussi avec les souvenirs de ses parents et c'est formidable que vous fassiez cette émission avec tous ces extraits. J'espère que ce sera quand même un moment de partage comme ça parce que ça nous manque tellement. À part Mnan, franchement, c'est vrai, on a du mal à se réunir. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de vous poser une question. Je sais que vous aviez beaucoup voyagé lorsque vous étiez petite. J'ai beaucoup déménagé surtout. Comment? J'ai beaucoup déménagé surtout. Beaucoup déménagé. Oui. Et contrairement à certains, parce qu'ils ont mal vécu justement ces déménagements, vous au contraire, vous m'aviez dit que ça vous a apporter un plus. Oui, je le disais déjà tout à l'heure par rapport à quand je suis partie en France, mais aussi que dans mon enfance, d'abord j'ai vécu à Nedroma, mais mes parents avaient étaient déjà ils ont déjà déménagé plusieurs fois avant que je naisse, donc je pense que c'est dans leur c'était voilà, la vie a fait qu'on a beaucoup déménagé. Aujourd'hui, ils sont stables, je vous rassure. Mais disons qu'à l'époque, changer d'école, changer de ville, de quartier, de ville et de lehja aussi, la façon de parler. Aussi, moi, à la maison, on parlait bel'a. Et bien sûr, moi, je suis de Tlemcen, donc on parlait bel'a. Et puis, dès que je sortais, il fallait mettre un autre disque pour pouvoir parler avec les gens. Et je me rappelle que quand j'ai quitté Nedroma pour Tlemcen, j'étais toute petite, je devais avoir 8 ans ou quelque chose comme ça. Et puis j'attrape mes copines et je leur dis, vous savez, je vais vous révéler un secret, je ne suis pas de Nedroma, je suis tlemcenienne. Oh, c'est pas vrai. Alors elles étaient là, c'est pas possible. Alors tu parles bel'a? Oui. Ah bon, et pourquoi alors tu nous parlais belqa? Qui fêche? Et ça, c'est une image qui est restée gravée dans ma tête parce que ça m'a donné à réfléchir au final. Je me suis dit, oui, pourquoi je ne suis pas restée moi-même? Pourquoi j'ai essayé de... Pourquoi... Et voilà, ça c'est des petites choses. Au final, le fait de changer de quartier, le fait de changer d'école, le fait de changer d'amis, etc., ça nous aide à chaque fois nous réadapter. Et quand on est après adulte, on a cette facilité justement de s'adapter aux situations qui vous arrivent comme ça. On ne tombe pas parce qu'il y a un changement dans sa vie. D'où peut-être aussi le choix de l'inspecteur Tahar qui lui a opté pour un accent gigilien alors qu'il n'a rien de gigilien lui. Et ça passait très bien. Tout le monde se marrait justement de cet accent-là. Et c'est la richesse aussi de la ça nous a permis de le connaître déjà cet accent. Peut-être qu'il n'aurait pas mis le doigt dessus, on n'aurait même pas fait attention à cet accent. Voilà, c'est bien. Exactement. Alors, comme ça, très rapidement, est-ce que vous aviez eu comme ça des influences occidentales? Je parle de la musique. Est-ce que vous, je ne sais pas, Aznavour, peut-être Brel ou Ferrat, lorsque vous étiez petite? Alors, quand j'étais petite... pas beaucoup. Enfin, bien que ma maman était fan de Jacques Brel, par exemple. Mais bon, pas vraiment. Disons que la musique andalouse avait pris beaucoup de place. Mon père est toujours un fou de la musique andalouse. Dans son sens large, pas que la musique de Tlemcen, la musique andalouse de l'école de Tlemcen, mais vraiment la musique marocaine, mais aussi l'école d'Alger, l'école de Constantine. Enfin, je veux dire, toutes les écoles confondues. Donc j'étais vraiment dans la musique andalouse. Bon, bien sûr, comme toutes les jeunes, j'adorais Maria Carré, des chanteuses à voix, etc. Mais je n'ai pas vraiment été imprégnée après dans mon interprétation par ces
par ces artistes-là, même si les gens, quand ils m'écoutent, me disent que j'ai un petit quelque chose de la musique occidentale française. Moi, je ne le ressens pas. Enfin, c'est peut-être tellement enfui en vous. Oui. Mais je vous dirais que j'ai déjà eu à intégrer, par exemple, une chanson d'Edith Piaf dans mon répertoire, que j'ai andalousé. Voilà, je reste quand même rattachée à la musique française. Quand on a vécu 18 ans dans un pays, on ne peut pas être complètement imperméable à ce qui nous entoure. Et puis la culture, c'est universel. Tout à fait. Et puis moi, vous savez, quand j'ai fini mes études, je tenais un magasin avec mon mari, Allah yarhamou. Et donc, dans les magasins, il y a toujours de la musique... qui passe. Et donc, il y avait une chaîne, bon, je ne citerai pas, qui passe les vieux tubes. Et donc, j'écoutais ça à longueur de journée. Donc, forcément, ça a dû passer. Tout à fait. Alors, après votre enfance, on va peut-être parler de votre jeunesse, votre adolescence. Et pour le faire, je crois qu'il est préférable de voir votre avant-dernier choix. Et vous avez choisi le feuilleton Flamingo Road. Hein? Oui. Alors, Flamingo Road, on regarde... Je ne sais pas si les gens le connaissent. Moi, en tout cas, moi, je me rappelle rappelez-moi, les Pink Floyd, quoi. Oui, les flamants roses dans le générique. Puis je me rappelle la belle paire de moustaches de John Beck. Donc, et moi, je me rappelle la chevelure blonde. Voilà, c'est tout ce qui reste chez moi de Flamingo Road. On regarde le générique de Flamingo Road et on revient juste après. Voilà, une chose est sûre, c'est que ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Hein. Oui, je me rends compte que... des fois, ça nous trahit comme ça. Il y a des choix qu'on fait et puis qui nous trahissent par rapport à notre âge. Pour ma défense, j'étais très petite. Hein. D'accord. Alors, pourquoi justement Flamingo? Alors, là, ça me rappelle quand on habitait justement à l'Edroma. J'étais très très petite, je devais avoir 4-5 ans. Oui. Et puis, ça passait, je pense, le jeudi soir, tard, un peu tard, vers, je pense, 22h. Donc, c'était après le deuxième programme, le premier programme, donc c'était en deuxième partie. Et moi, ma mère a été très rigide sur les moments pour aller dormir, etc. Et le jeudi, évidemment, le lendemain, on n'avait pas école. On n'avait pas école. Donc, c'était le bonheur pour moi. On éteignait toutes les lumières, que la télévision et mes parents. J'avais pas, je pense, encore mon petit frère. On n'était que mon grand frère et moi-même. Oui. Et puis on se blottissait contre nos parents et on était fascinés par ces acteurs, et puis ces actrices toutes fluides, toutes fines et avec une chevelure incroyable. C'était pour moi, quand j'étais petite, j'étais fascinée par tout ce monde. Ça vous faisait rêver. Ça me faisait rêver. Et puis j'étais toujours, je me rappelle, toujours énervée quand ça se terminait. Il fallait attendre la semaine d'après pour pouvoir voir la suite. Et voilà, donc c'était vraiment un moment que je vivais avec mes parents à 100%.
Oui, mais en même temps, comme on dit, la rareté de la chose fait sa cherté. Hein. C'est ça. C'était le seul, je pense, feuilleton qui passait pendant toute... C'est un peu comme les dessins animés. Si on le rate, il fallait attendre le lendemain parce qu'il n'y a ni YouTube, ni... Non, et surtout, à cette époque-là, il faut savoir que la télé commençait à partir de 4 heures de l'après-midi. Oui. C'était pile au moment où on rentrait de l'école. Donc, on n'avait que vraiment le dessin animé qui passait vers 4h et 5h moins quart, quelque chose comme ça. Et puis après, on faisait les devoirs. Donc, c'était les seuls moments où on regardait la télé. C'était le dessin animé et puis le jeudi soir, le week-end, bien sûr. Le week-end, c'était formidable. Et puis le vendredi matin, Iftahia Simsim. Iftahia Simsim. J'aimerais bien que quelqu'un choisisse Iftahia Simsim. Ça nous permettra de revoir ce programme extraordinaire. Sinon, pour aller très vite, vous rendez souvent hommage à votre manager, Leïla Kébir. Leïla El-Kébir. J'aurais voulu qu'elle soit avec nous. Vous savez, elle n'aime pas pour elle, un manager ne doit pas être visible. Et bon, moi, j'ai du mal à partager ça. Je comprends parfaitement. Moi, je voulais juste parler du rôle de manager en Algérie parce qu'on n'a pas tellement de tradition dans ce domaine. J'aurais voulu qu'elle s'exprime un peu sur ce sujet, mais on peut le faire avec vous. Écoutez, d'abord, il faut savoir juste qu'elle a été mon manager un petit peu, pas par la force des choses, mais ça s'est fait naturellement. Elle s'occupait de plus en plus de moi et de mon emploi du temps et de mes affaires et tout, etc. Et puis, j'ai dit, il ne manque plus que le nom à te donner. Donc, en fait, on n'a pas choisi un manager, enfin, j'ai pas cherché un manager. C'est venu comme ça, voilà, naturellement. J'ai eu beaucoup de critiques au départ parce que les gens n'ont pas l'habitude de parler avec une autre personne. Mais disons que c'est beaucoup plus pratique. Vous savez, quand vous m'avez contacté pour l'émission, je pense que ça a été plus pratique pour vous de parler d'abord une première fois avec elle, etc. Et puis après, le contact se fait naturellement et puis on n'est pas fermé. Hein. Non, c'est pas parce qu'on a un manager qu'on ne parle pas avec les gens. Le souci Lila, et vous serez peut-être d'accord avec moi, il y a manager et manager, parce que maintenant, beaucoup de gens, comme ça, se prétendent manager, alors qu'ils n'ont rien de manager, et c'est ce qui fait que nous sommes plus ou moins réticents. Lorsqu'on nous dit qu'il faut passer par tel manager, c'était pas du tout le cas, je tiens à le préciser, avec Leïla Kébir, qui a été très sympathique et très disponible. C'est très important que le manager soit sympa, à l'écoute de la personne qui vient solliciter l'artiste. C'est très important parce que c'est le premier contact. Et s'il n'est pas bon, c'est pas bon pour l'artiste aussi. Tout à fait. Et puis elle a fait aussi des études dans ce sens. Elle est artiste aussi, elle a une âme d'artiste. Oui, bien sûr, c'est ma violoniste aussi. C'est comme ma sœur. Il faut qu'il y ait entre l'artiste et le manager une relation de confiance absolue. C'est-à-dire vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de doute et puis il ne faut pas qu'il y ait que ce rapport, j'allais dire, d'argent. Tout à fait. Parce que c'est pas possible. Est-ce que l'art et l'argent font bon ménage, justement? C'est très difficile. Il y a une balance à respecter parce que si on choisit l'argent, on dénigre. Voilà, c'est pas bon. Et si on va que vers la passion et que rien ne se fait comme ça sans argent. Vous arrivez à trouver c'est très compliqué, mais c'est très compliqué. Mais justement, voilà. Donc un manager. C'est un peu son rôle. Hein, vous vous consacrez à l'art. Elle gère un peu toutes ces affaires-là. Et il n'y a pas que ça. Elle a aussi un regard. Elle peut, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, elle est plus à même de me dire les choses. Et moi, j'accepte parce que c'est elle. Peut-être que quelqu'un d'autre viendrait me dire, je ne sais pas, par exemple, ta coiffure n'est pas bien, non, t'étais pas bien, t'as pas bien chanté. Ça me ferait peut-être mal. Ça vous vexerait peut-être. Voilà, ça me vexerait. Mais elle, je vais dire, bon, oui, je vais me remettre en question. Elle est là pour donner justement ce regard vrai sur moi. Vous avez une confiance presque aveugle. Oui, ça c'est très important. C'est très important. Il y a toujours évidemment des gens qui viennent semer des petites zizanies, mais ça c'est la nature humaine qui... Moi je ne le ferai pas, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, mais je la salue quand même. Leïla Kébir, j'espère que vous nous regardez, parce que... Elle regarde toutes les émissions où je passe, rassurez-vous. Elle se doit de la regarder, c'est plutôt pour vous que pour moi. Vous savez qu'elle regarde plus les émissions où je passe, plus que moi. Moi j'aime pas les regarder. C'est elle qui veille à votre image, justement, notamment dans les médias. Alors, je pense que vous avez compris que c'est pratiquement la fin de l'émission. Vous avez choisi de finir avec Hakim Salhi. Alors, vous m'aviez dit la chanson Ana Qis ou Ntiya Leïla. Ne me dites pas que vous l'avez choisi parce qu'il y a Leïla dedans.
Aussi. Pourquoi pas hein? Il faut juste quand on peut se faire plaisir. Un petit mot, si on a juste un petit peu de temps par rapport à Hakim Saleh, qui justement a lié la danse à la musique. Je pense qu'il a dû beaucoup souffrir aussi en tant que danseur. Oui, on en a parlé parce qu'il a été notre invité aussi. Voilà, à ses débuts. J'espère qu'il sera aussi dans mon prochain projet aussi. Il fera une petite apparition. Vraiment, c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que justement, il a su faire ce qu'il voulait, ce qu'il aimait. Et ça, c'est très important chez un artiste. Je le salue vraiment et je lui dis merci pour tout ce que tu fais. On le salue tous. Alors, un dernier mot pour les téléspectateurs. D'abord, je vous remercie, vous et toute l'équipe, de m'avoir si gentiment reçu. C'était un plaisir parce qu'on s'est vraiment beaucoup marré. Contrairement à ce qu'on attendait au début, on s'est dit quelqu'un de l'Andalou, il va falloir mettre mon costume, ma cravate parce que ça va être rigide. Franchement, on s'est beaucoup marré avec vous. Donc, c'est nous qui vous remercions. Merci. Et puis, bien sûr, je donne rendez-vous à tout le monde pour la sortie de mon 5e album et pour le court-métrage aussi. Je remercie M. Belkacem Hadjadj aussi de m'avoir fait confiance. Et je remercie tous les gens qui me suivent et je leur dis j'espère que je serai toujours à la hauteur de leurs attentes. C'est important pour moi. Inch'Allah. Ok, alors on se quitte avec Hakim Saleh Anaya Qais Ountiya Leïla. Je remercie Leïla Bolsali d'avoir partagé cette qada avec nous. Je vous remercie vous de nous avoir suivis. Je remercie Crystal Luxe Mobilia pour leur décor. Puis toute l'équipe du Studio 1. Je vous dis à mercredi prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Salam. وهي البنية